Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes toujours le samedi 22 octobre 2022. Je continue mon exploration de cet ouvrage René Guénon, La crise du monde moderne. Et donc c'est à partir de cet ouvrage que je lis, je découvre en même temps que je lis et je commente à ma façon et dans, dans la direction du travail que j'effectue sur le site mécaniqueuniverselle.net, dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est la paix universelle. Donc nous allons, voilà, j'affirme en fait, hein, parce que je n'y vais pas avec le dos de la cuillère, j'affirme que l'humanité est vouée à atteindre son, la paix universelle, le, les, un fonctionnement parfaitement écologique, c'est-à-dire une humanité qui ne pompe plus sur la planète, qui n'abîme plus la planète, donc parfaitement autosuffisante et qui n'a plus besoin des énergies fossiles, etc., qui tire toute son énergie des, du soleil, du vent, voilà, de, je ne sais pas de quoi sera fait, parce que je parle d'un temps qu'il faut quand même prolonger dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire dans peut-être 100, 200, 300, 400 ans, je ne sais pas. L'humanité mettra encore un certain nombre de siècles, à mon sens, pour atteindre cet état d'ultime perfection. Parce qu'il s'agit d'abord de décompenser un état d'esprit, un esprit qui est encore fortement primate, hein, c'est-à-dire qu'on est encore vraiment basé sur les, des pulsions comme le désir de domination, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, euh, une certaine agressivité, etc., qui peut se, qui existe à l'échelle individuelle, mais qu'on retrouve à l'échelle des États, des gouvernements, des communautés, des sociétés, voilà. Et donc, d'ailleurs, voilà, quand sur cet ouvrage, La crise du monde moderne, René Guénon, qui a écrit cet ouvrage en 1900, il l'a publié en 1946, et il avait déjà publié un ouvrage sur cette crise du monde moderne entre l'Orient et l'Occident, parce que c'est de ça dont il s'agit, en 1920. Donc il avait déjà pointé du doigt la dichotomie qu'il y avait entre ces deux sociétés, euh, pourquoi elles ne pouvaient pas vraiment s'entendre, pourquoi leur relation était aussi conflictuelle, euh, aussi égocentrique, on va dire. Hein, on pourrait le voir aussi comme ça. Bref, il avait déjà vu cette chose-là. Et apparemment, cet ouvrage, donc il l'a écrit à la sortie de la Première Guerre mondiale, retrouve ces caractéristiques et essaye de montrer pourquoi l'Occident s'est coupé du reste des autres civilisations, des civilisations traditionnelles, comme l'Inde, l'islam, euh, le, les sociétés traditionnelles antiques. Voilà. Comment on s'est déconnecté de ces autres cultures.
Eh bien, voilà ce dont il est question dans cet ouvrage. Alors, je commence ma lecture. Alors, où est-ce que... Allez, je vais lire à partir de là. Ce qu'on appelle la Renaissance fut en réalité, comme nous l'avons déjà dit en d'autres occasions, la mort de beaucoup de choses, sous prétexte de revenir à la civilisation gréco-romaine. On n'en prit que ce qu'elle avait eu de plus extérieur, parce que cela seul avait pu s'exprimer clairement dans des textes écrits. Et cette restitution incomplète ne pouvait d'ailleurs avoir qu'un caractère fort artificiel, puisqu'il s'agissait de formes qui, depuis des siècles, avaient cessé de vivre de leur vie véritable. Quant aux sciences traditionnelles, ah mais je suis allé un peu loin là, excusez-moi. Oui, je suis allé un peu loin. Alors, je vais reprendre un petit peu avant. Dans ce qui vient d'être dit, une chose est à retenir particulièrement au point de vue qui nous occupe. C'est qu'il convient de chercher dans l'Antiquité classique quelques-unes des origines du monde moderne. Celui-ci n'a donc pas entièrement tort quand il se recommande de la civilisation gréco-latine et s'en prétend le continuateur. Il faut dire cependant qu'il ne s'agit que d'une continuation lointaine et quelque peu infidèle, car il y avait, malgré tout, dans cette Antiquité, bien des choses dans l'ordre intellectuel et spirituel, dont on ne saurait trouver l'équivalent chez les modernes. Donc, en fait, il pointe du doigt le manque de spiritualité, le manque de, oui, bon voilà, de spiritualité du monde moderne, du monde occidental en somme. Et on peut prolonger ça, cette constatation avec le monde occidental actuel. Et une grande part du monde que le monde occidental a convaincu d'adopter sa vision matérialiste du monde chez les modernes. Donc je reprends. Ce sont en tout cas dans l'obscuration progressive de la vraie connaissance deux degrés assez différents. On pourrait d'ailleurs concevoir que la décadence de la civilisation antique est amenée d'une façon graduelle et sans solution de continuité, un état plus ou moins semblable à celui que nous voyons aujourd'hui, mais en fait, il n'en fut pas ainsi. Et dans l'intervalle, il y eut pour l'Occident une autre époque critique qui fut en même temps une de ces époques de redressement auxquelles nous faisions allusion plus haut. Cette époque est celle du début et de l'expansion du christianisme, coïncidant d'une part avec la dispersion du peuple juif et d'autre part avec la dernière phase de la civilisation gréco-latine. Et nous pouvons passer plus rapidement sur ces événements, en dépit de leur importance, parce qu'ils sont plus généralement connus que ceux dont nous avons parlé jusqu'ici, et que leur synchronisme a été plus remarqué, même des historiens dont les vues sont les plus superficielles. On a aussi signalé assez souvent certains traits communs à la décadence antique et à l'époque actuelle. Donc il parle de l'époque qu'il vivait, donc à la sortie de la guerre 39-40. Et en fait, voilà, dans cette période entre
le début du siècle, la première partie du XXe siècle, on pourrait dire. Et sans vouloir pousser trop loin le parallélisme, on doit reconnaître qu'il y a en effet quelques ressemblances assez frappantes. La philosophie purement profane avait gagné du terrain. L'apparition du scepticisme d'un côté, le succès du moralisme stoïcien et épicurien de l'autre, montrent assez à quel point l'intellectualité s'était abaissée. En même temps, les anciennes doctrines sacrées, que presque personne ne comprenait plus, avaient dégénéré du fait de cette incompréhension en paganisme au vrai sens de ce mot, c'est-à-dire qu'elles n'étaient plus que des superstitions, des choses qui, ayant perdu leur signification profonde, se survivent à elles-mêmes par des manifestations tout extérieures. Il y eut des essais de réaction contre cette déchéance. L'hellénisme lui-même tenta de se revivifier à l'aide d'éléments empruntés aux doctrines orientales avec lesquelles il pouvait se trouver en contact. Mais cela n'était pas suffisant. La civilisation gréco-latine devait prendre fin et le redressement devait venir d'ailleurs et s'opérer sous une toute autre forme. Ce fut le christianisme qui accomplit cette transformation. Et notons-le en passant, la comparaison qu'on peut établir sous certains rapports entre ce temps et le nôtre est peut-être un des éléments déterminants du messianisme désordonné qui se fait jour actuellement. Alors, il y avait ce messianisme dans ces années, alors 40, pourquoi ? Après la période troublée des invasions barbares, nécessaire pour achever la destruction de l'ancien état de choses, un ordre normal fut restauré pour une durée de quelques siècles. Ce fut le Moyen Âge, si méconnu des modernes, qui sont incapables d'en comprendre l'intellectualité, et pour qui cette époque paraît certainement beaucoup plus étrangère et lointaine que l'Antiquité classique. Ben oui, et je pense que c'est encore le cas maintenant. On ne comprend pas assez peut-être la puissance de ce Moyen Âge. Et d'ailleurs, tiens, je vais faire une petite intermède là. Ce Moyen Âge, quand on va au musée des Offices, par exemple, à Florence, les œuvres sont classées un petit peu dans... Il y a une sorte de parcours qu'on peut faire où on part du médiéval, justement, de avant, voilà, Cimabue, Giotto, etc. Et on va jusqu'à la période contemporaine, mais disons, admettons, jusqu'au Caravage. Et c'était une chose qui m'a complètement stupéfait quand j'ai visité ce musée. C'est que le corps, à l'époque de Cimabue, à l'époque de ce qu'on pourrait appeler les icônes, le corps est dessiné et imaginé derrière des drapés extrêmement symboliques, en fait, très abstraits. Le corps n'est pas présent, en fait, dans ces icônes. Il est représenté, mais on n'en voit pas les formes réellement. Et progressivement, ces formes-là vont commencer à être marquées sous ces corps. On le retrouve tout de suite avec Giotto, ça commence déjà, etc. Et puis après, on passe à Botticelli, à des peintres comme ça, où le corps commence à apparaître. Derrière l'icône, il y a le mystique. Tout ce qui est autour du tableau, tout ce qui concerne le tableau, c'est du divin. C'est le divin dont il est question. Il y a le divin, il y a Dieu. Voilà, le divin. Et progressivement, derrière
derrière les personnages de Botticelli, déjà, on sort de cette valeur et ça commence à être la nature qui commence à être tout autour des personnages. Et progressivement, le corps apparaît de plus en plus et la nature, progressivement, commence à disparaître derrière, en arrière-plan, jusqu'à arriver au Caravage, par exemple, où c'est plus que de la sensualité, le corps est devenu totale sensualité, en fait, il exprime, il n'a plus rien de spirituel en réalité, il est lié au désir, voilà, aux pulsions. En plus, c'est pas n'importe quel corps qui est allé chercher. C'était voilà, des gens qui étaient en lien avec ce désir. Et derrière, il n'y a même plus la nature. Il n'y a plus que le corps, le désir, et en fait, ce qui finit par représenter en réalité. On focalise sur cette chose-là. Et donc, il y a bien la montée progressive de la sortie du spirituel et la montée vers le corporel total. Et maintenant, on est dans cette montée comme ça. Le spirituel est totalement masqué. Si on regarde ce que nous propose le marché, qui aujourd'hui trace la route, même à l'époque du Caravage ou même des Botticelli, etc., c'était... il y avait le spirituel qui était au pouvoir, c'était le religieux plus le marchand en réalité. Hein. C'était, voilà, il y avait les Médicis, etc. Par exemple, c'était, voilà, c'était une association entre le religieux et le marchand, mais qui n'avait plus de lien avec le spirituel. Le spirituel était, même chez le religieux, il était complètement minoritaire en réalité dans cette chose-là. Et aujourd'hui, le spirituel a été éjecté du système politique, donc il y a le politique, mais c'est surtout le marchand qui trace la route. C'est le marchand qui donne les valeurs de la société humaine. Et donc il suffit de regarder ce qu'on voit à la télévision pour voir ce que le marchand propose à l'humanité. Il n'y a plus de spirituel, il n'y a plus que du sexe, de la bouffe, enfin ce qui se fait vendre, quoi, du crime, de la violence, tout ce qui va stimuler nos bas instincts, en fait. Ces émissions où on voit des gendarmes qui vont interpeller voilà, qui font une traque, qui chassent des délinquants, etc. Par exemple, ces émissions-là, ou les émissions sur des criminels, sur leur vie, ou des émissions de joutes comme les Grandes Gueules qui passent, voilà, une dizaine de personnes qui sont censées représenter le peuple et qui sont à des kilomètres de ce que le peuple est. Le peuple, il est digne, il travaille, il agit pour cette humanité, il essaye, voilà, il est dans la solidarité. Un village comme où je suis, il y en a des millions en France. Ben voilà, il y a des associations qui essayent de faire le mieux possible pour s'entraider, pour ci, pour ça, etc. Donc il y a, il y a une vision de responsabilité assez importante dans le peuple qui est là. Mais c'est pas cela qu'on voit dans ces émissions, dans les émissions comme Touche pas à mon poste, ou voilà, ce qui représente le peuple là-dedans, c'est
c'est catastrophique. Il y a, il y a- quand on écoute parler, voilà, on ne reconnaît pas la crème du peuple. Quand on écoute vraiment les gens qui sont responsables dans le peuple, c'est à un autre niveau que ça se passe. Et ben ce peuple est écarté du truc. Donc on est dans quelque chose qui stimule nos pensées, nos trucs. Les jeux qui sont proposés, c'est des jeux où il faut éliminer le concurrent, où il faut dégrader l'autre, où il faut... Enfin, bref, il y a tout un tas ou alors le peuple est obligé de courir pour aller récupérer des objets qui sont vendus par le marché. Il suffit de regarder à quoi ressemblent les télévisions. Le narcissisme est à bloc, et s'il est à bloc, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est l'état d'esprit du marché. Le marché est narcissique. Il s'occupe que de lui, il voit que lui. Grossir, c'est son seul but. Il faut grossir, il faut vendre, et donc pour vendre, il faut pouvoir... tous les coups sont permis, et les pires, parce que, voilà, par exemple, ils ont réussi à vendre des bières qui font 15 degrés ou 13 degrés. 50 centilitres, c'est comme si on buvait les trois quarts d'une bouteille de vin en buvant, en descendant une bouteille. Donc, ils construisent des dépendants. C'est clair que c'est le but. De vendre deux McDo pour le prix d'un, ou j'en sais rien, des trucs comme ça, ça a été une grande partie de ces 40 dernières années. C'était pour faire des dépendants, quoi. C'est quand même incroyable. La façon dont ils nous font passer dans les magasins, c'est-à-dire passer par tel endroit, regarder à tel niveau, etc. Tout ça, ils violent notre conscience. Parce qu'en fait, ils vont toucher quelque chose que nous-mêmes, nous ne pouvons pas maîtriser, notre inconscient. Ils vont aller jouer avec notre inconscient. Est-ce que c'est de la bienveillance? Est-ce que ça veut dire que le marché, il est conscient et il est bienveillant pour la population? Non, il suit son mécanisme. Il y a rien à lui reprocher. Voilà, on peut critiquer tout ça. C'est son rôle. Il est dans son rôle. Seulement, son seul rôle, c'est de diffuser les objets. C'est pas d'avoir la télé, de posséder la télé, de donner un système des valeurs. C'est pas à lui à donner le système des valeurs. Voilà où nous sommes, où nous avons été, en gros, la désescalade entre la période, on va dire, du médiéval, où le spirituel était à bloc. C'est critiquable, attention, c'est pas... si nous avons évolué dans ce sens-là, il y a un sens. Et on peut pas... on peut pas tout rejeter d'un bloc. C'est que il fallait que ça soit comme ça a apporté des choses fondamentales. Le fait que le marché prenne progressivement le pouvoir sur le militaire, sur le religieux, sur le politique, ça a été important. C'est quelque chose d'important. Mais il faut constater ce que ça a entraîné dans l'humanité. C'est important de le regarder quand même, de le regarder en face. Voilà. Parce que maintenant, il est sans doute temps de ramener du mystique au sein de l'humanité. Il revient doucement, ce mystique, sans qu'on aille le chercher. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut amener de force. Il revient tranquillement parce que il amène du sens. Il amène une vraie... On est obligé de se poser la question du sens maintenant. Et surtout après les épisodes que nous avons connus. Le Covid qui nous a stupéfaits. Voilà, il nous a arrêtés dans cette course folle où on courait à travers... on a couru pendant 40 ans, là. On a couru nos vies. On a vécu des vies en courant, quoi.
sans s'arrêter. Et donc là, le Covid, d'un seul coup, il nous a stoppé net. Voilà, et là, il a fallu se regarder en face. Il a fallu voir ce que c'est que la vie, prendre enfin conscience sur certaines choses. Donc les gens, ils n'ont plus envie d'aller travailler comme ils allaient travailler avant. De repartir dans l'esclavage, dans, dans, les, dans, la, dans les corporations qui s'occupent de bouffe, par exemple, des choses comme ça. Les gens n'ont plus envie d'aller courir, vivre ce qu'ils ont vécu. Donc là, le système va être obligé de se réformer, de comprendre les choses. Mais voilà comment nous évoluons. C'est-à-dire, ce n'est pas la conscience qui nous fait évoluer, c'est l'accident. On évolue par tentative, erreur, accident et rectification. Et voilà. Et on n'a pas, c'est pas la conscience qui peut nous faire changer les choses. Et ça, au moins, ça c'est au niveau du monde moderne, de ce que René Guénon appelle le monde moderne, l'Occident. L'Occident est sourd. Il est, c'est légitime, puisqu'on est dirigé par le marché. Le marché, il est borné, dépendant, toxico-dépendant, c'est-à-dire que il faut qu'il grossisse, il faut qu'il engrange, il faut qu'il grossisse, et il ne peut pas lever la tête, il ne peut pas dire j'arrête. Il est dans un mécanisme où la conscience ne passe pas. C'est le tiroir-caisse qui sonne tout le temps. Donc c'est tout le temps l'avoir, l'avoir, l'avoir. Et l'être, il ne peut pas atteindre l'être. Et donc il est obligé d'aller jusqu'à l'accident, en fait. Alors, jusqu'à l'accident, ben voilà, c'est les grosses crises, 1929, ou je ne sais pas moi, toutes ces grosses crises que l'humanité a vécues tous les 10 ou 20 ans, par exemple, eh ben c'est le seul moyen de stopper que le système a compris pour stopper son évolution forcenée. Alors, est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce mécanisme-là? Est-ce que la conscience va pouvoir prendre le pouvoir? Est-ce qu'on va pouvoir réfléchir à notre condition, à notre façon d'évoluer, au fait que nous ne pouvons pas vivre avec cette dichotomie entre l'Occident et l'Orient, parce que ce regard que nous portons sur l'Orient, sur les autres civilisations, que l'Occident porte sur les autres civilisations, est en train de nous écarter de toutes ces autres civilisations. Elles ne nous regardent plus, elles disent « bon, mais c'est bon, il est sourd, il n'entend rien, ça fait X temps qu'on lui dit, il y en a marre, bon, c'est bon, il ne comprend rien », on se tourne vers ceux qui nous écoutent, ceux qui, même si c'est des pseudo-dictatures ou des pseudo-autocraties, ben oui, mais il vaut mieux aller écouter la Chine, écouter l'Inde, écouter, etc., parce qu'ils ont un autre regard sur nous. Donc, est-ce qu'on va pouvoir, nous, occidentaux, sortir de ce mécanisme? Quand on écoute nos chefs d'État, ils sont dans un narcissisme absolu. Ils continuent, quoi. Ils n'arrivent pas. Ils se croient les maîtres du monde. Ils se croient encore. Et ils n'arrivent plus à comprendre que c'est fini, qu'on ne nous voit pas comme ça. Et donc, c'est pathétique. Parce qu'on voit le monde qui nous conspue. Et là, les symboles sont tellement immenses. Et nous qui disons, mais voilà, regarde comment ils nous traitent, etc. Nous, on venait vers eux avec que des bonnes intentions. Mais non, mais ce n'était pas des bonnes intentions et tout le monde s'en rend compte. Donc maintenant, ce qu'ils disent, il faut commencer à écouter ce qui est dit par les autres. Et donc, si on continue à être dans cette superbe, dans ce narcissisme absolu, là, ben, on sera éjecté du système. Ça prendra peut-être 20, 30, 40, 50 ans, mais on ne fera pas partie de la tête de file, si on se comporte comme ça.
Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. À bientôt.